Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en train de vous connecter, on est en train de vous voir à l'écran. Petit à petit, les chiffres montent. Merci à plus de 300 personnes qui se sont inscrites sur ce nouveau cycle de webinaire où aujourd'hui, on va aborder à travers 3 épisodes les solutions douces comme solution sur la gestion du trait de côte, de la bande côtière et dans les enjeux, effectivement, à travers ce cycle de webinaire qu'on est très heureux, une fois de plus, de mettre en œuvre avec nos partenaires et amis du projet RECOS à travers la Commission de l'océan Indien, comme on l'avait fait l'an dernier dans le cadre d'une série sur les observatoires du littoral. À ce propos, il y a un guide qui est en cours de finalisation, qui devrait être diffusé en tout début d'année prochaine, voilà, qui reprend les éléments, mais qui va aussi plus loin sur les problématiques d'observatoire du littoral. Donc, suite à des échanges avec différents intervenants, participants, il nous a paru particulièrement intéressant cette année de nous consacrer aux solutions douces pour la protection des côtes. Donc, ce cycle de webinaire va être réparti en 3 épisodes. Celui d'aujourd'hui, au titre significatif, solutions douces, de quoi parle-t-on? Nous allons aborder les bases conceptuelles, les grands enjeux, à travers 2 experts qui vont témoigner de deux grandes typologies de territoires. D'un côté, les sites sableux, de l'autre côté, les plages à corail, qui permettront effectivement de faire un premier état des lieux et de comprendre un peu mieux ce concept des solutions douces. La semaine prochaine, le cycle sera consacré essentiellement au retour d'expérience, notamment à travers les facteurs clés de réussite. Et on abordera aussi les échecs, parce que c'est très intéressant de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. On en tire des leçons toujours très riches. Et le dernier épisode qui sera dans 2 semaines, ce sera le 27 novembre, pareil, 14h heure de Paris, 17h heure de Port-Louis, sur comment garantir l'efficacité et la durabilité de ces solutions. Pour ceux qui sont habitués de ce cycle de webinaire, vous savez qu'effectivement, l'essentiel des questions sera à poser à travers la boîte à questions, le petit icône que vous retrouvez en bas, Q&A ou Q&A, qui dépend de vos versions. Il y a un interprétariat et on remercie notre interprète du jour, Bellarmin, qui se prête à l'exercice et qui traduira du français vers l'anglais et vice-versa. Pour cela, vous allez voir le petit icône globe, voilà, pour choisir la langue dans laquelle vous voulez écouter ce webinaire. Nous sommes très heureux d'avoir des intervenants prestigieux et des experts. Et sachez effectivement que, comme pour chaque épisode, il sera enregistré pour être rediffusé à travers les réseaux et diffusé largement à travers les réseaux des partenaires RECOS et du Conservatoire du littoral et de ICO. Une grande équipe organisatrice pour ce cycle où chacun a mis la main à la pâte avec Anne-Cécile, Elisa et Adèle sur le projet RECOS qui ont co-construit avec nous et notamment avec Chloé qui était à la manœuvre pour cette série d'épisodes. Donc moi, Fabrice, Céline et Angélique pour la délégation internationale du Conservatoire pour appuyer, créer les relations, développer effectivement cette série. Et Bellarmin, comme je le disais, qui assume le rôle d'interprète aujourd'hui. Les intervenants Victor Léchat et Gwenaël Pénobert vont témoigner aujourd'hui et je vais leur laisser se présenter en 1 minute chacun. Victor pour commencer et puis Gwenaël ensuite. Je vous laisse une petite minute pour nous dire d'où vous nous parlez, qui êtes-vous et voilà, qu'est-ce qui nous fait l'honneur de votre présence aujourd'hui. Victor, Gwenaël, à vous la parole. Je vous laisse allumer vos caméras et allumer votre micro. Gwenaël qui a réagi plus vite, il me semble. Gwenaël, merci. Qui êtes-vous? Désolée Victor, hein, qui était déjà connecté. Donc, Pardon. je me présente. C'est pas grave. Je suis donc Gwenaëlle Pénobert, je suis professeure à l'Université de La Réunion, je suis géographe. Je travaille sur les environnements côtiers tropicaux depuis très longtemps maintenant et mon autre spécialité, c'est la géomatique. Je suis directrice adjointe d'une UMR qui s'appelle Espace Dev, qui est une unité mixte de recherche avec l'IRD. Et dans ce contexte, on travaille beaucoup sur la coopération régionale et des Sud.
Je suis aussi responsable au sein de l'OSU Réunion d'un service national d'observation des dynamiques littorales qui s'appelle le SNO Dynalit et il est dédié à l'observation d'une séquence littorale corallienne à La Réunion. Et dans ce même contexte, je co-anime l'Observatoire du littoral de La Réunion qui accompagne avec le DEAL, le BRGM et tous les tutelles de l'OSU, mais aussi la région Réunion, des solutions douces, des solutions de mitigation des risques côtiers et donc des solutions fondées sur la nature. Merci. En effet, on va revenir sur ces définitions au début pour cadrer un petit peu ce webinaire. Victor, désolé, mille excuses, j'ai deux écrans. Tu n'étais pas à l'image, mais je t'en prie. Qui Ouais, es-tu? bonjour à tous, Victor le chat, donc très vexé de passer deuxième dans la présentation, vous en doutez. Donc moi je travaille à Save Sable Vague Environnement, c'est une association de loi 1901 basée à Frontignan dans le sud de la France. Et donc moi je travaille, enfin voilà, je suis géomorphologue, cartographe. Je travaille principalement sur tout ce qui est de l'ingénierie littorale, sur de la cartographie prospective et l'impact de l'élévation du niveau marin. Et je travaille aussi sur des pratiques de gestion respectueuses de l'environnement. Et donc, avec le Conservatoire du littoral européen international, on travaille notamment sur le déploiement de solutions fondées sur la nature dans les AMP d'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup de vos présentations. Pour poursuivre, je vais vous présenter quelques définitions sur les enjeux SFL, solutions douces, etc. Et notamment, qu'est-ce que c'est que, voilà, comme cadre, on est dans un cadre de savoir comment s'adapter face aux impacts du changement climatique. Donc, cette adaptation, c'est la capacité d'un système à savoir ajuster ses mécanismes pour faire face à des effets de variations climatiques aujourd'hui réelles, impactantes ou futures, et donc attendues telles qu'elles sont dans les prospectives. C'est aussi cette adaptation un processus très évolutif dans le temps, y compris dans l'espace, parce que cette adaptation est essentielle dans le cadre effectivement d'une incertitude permanente. On pense qu'on a tous les éléments pour prédire que, mais il y a une réalité face à laquelle effectivement il va falloir trouver des solutions et adapter et être dans l'évolution, l'évaluation et l'évolution des processus mis en œuvre. Très rapidement, j'ai trouvé ce schéma très inspirant. Ça a été présenté dans le cadre d'un webinaire que nous avions co-organisé avec l'équipe Adapto Plus du Conservatoire du Littoral il y a quelques semaines. J'espère que vous avez pu y participer. On était centré plutôt sur les enjeux européens. Et donc, voici les grandes définitions. Vous avez à l'écran, effectivement, les côtes, les structures humaines et les solutions mises en œuvre. Donc, il y a d'une part l'impact de l'élévation du niveau de la mer, le sea level rise, et la force accentuée de l'énergie des vagues, et donc plus de houle, plus de tempêtes, etc., qui sont aussi un des impacts des évolutions du climat. Donc, voilà, le premier exemple, il n'y a pas de réponse, l'impact est fort. Il y a des protections en dur, voilà, on ne développera pas cela aujourd'hui, donc notamment des systèmes de digues. Il y a aussi l'adaptation des infrastructures humaines. On met sur pilotis, on repousse en hauteur, on construit différemment. Voilà, on adapte les infrastructures. Il y a aussi le retrait, la recomposition spatiale et faire évoluer les implantations humaines pour les éloigner de ces impacts-là. Il y a aussi le rehausse du niveau du sol, parfois la seule solution envisageable, notamment sur les milieux insulaires. Et il y a ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, les mesures basées sur les écosystèmes, où là, on essaye de se servir, on accompagne la nature pour qu'elle serve de solution face effectivement à ces impacts. Les solutions fondées sur la nature, c'est clairement encadré, c'est défini, c'est avant tout l'IUCN qui a développé ce terme et qui l'a normalisé en 2016 à travers ces 8 principes, je ne reviens pas là-dessus. Et donc, c'est à travers des projets de territoire qui permettent de mettre en place des actions qui permettent de protéger, gérer de manière durable et de restaurer des écosystèmes pour relever directement les enjeux de société. Donc, on est sur sauvegarde des écosystèmes, utilisation des écosystèmes, mais aussi
maîtrise par rapport à des enjeux de société, notamment des enjeux économiques, mais pas que, voilà, avec un bien-être humain et qui produit des bénéfices biodiversité. C'est l'équilibre entre ces deux grands axes, les SFN, Nature Based Solutions. Il y a ce qu'on appelle les solutions douces. La définition n'est pas arrêtée, ce n'est pas un concept en tant que tel, c'est une approche voilà, qui est mise en œuvre, qu'on prône nous généralement. C'est des solutions qui ont été déployées dans les années 80 en France, notamment dans le sud, à travers l'entente interdépartementale de démoustication, qui a mis beaucoup de solutions dans ce cadre-là, qui vise à maintenir un équilibre entre protection, environnement et maîtrise du paysage, avec des coûts réduits. Et surtout, éviter des ouvrages rigides plus coûteux et plus impactants sur la durée. C'est-à-dire qu'on ne revient pas en arrière une fois qu'on a mis en place des digues et des enrochements, ou difficilement. L'enjeu, c'est de favoriser effectivement la résilience du littoral et d'accompagner des dynamiques naturelles. C'est surtout ça, c'est-à-dire qu'on se base sur des dynamiques naturelles, c'est-à-dire qu'il faut un fort diagnostic au départ, ça ne se fait pas n'importe où, ça ne se fait pas n'importe comment. Et cet accompagnement, ça se fait beaucoup à travers les dunes, certaines plages et notamment des zones de mangrove. Il y a aussi ce qui est prôné, ce que je vous disais tout à l'heure, à travers le projet Adapto et aujourd'hui Adapto Plus, qui sont des projets LIFE soutenus par l'Union européenne, la Commission européenne, et qui sont mis en œuvre par le Conservatoire du littoral notamment, avec de différents partenaires, le CEREMA, le BRGM et tant d'autres. Je vous recommande d'aller voir sur le site internet pour ne pas louper d'informations. Et là, cette gestion souple du littoral, c'est effectivement de mettre de manière opérationnelle des actions qui laissent un littoral qui va évoluer dans le temps. Hein. C'est d'accompagner, l'objectif, c'est d'accompagner, de restaurer des dynamiques naturelles et de surtout stopper la lutte contre la mer. On sait, c'est l'avantage du conservatoire qui est propriétaire de sites, aujourd'hui 19% des côtes françaises, depuis une cinquantaine d'années. On sait qu'effectivement, lutter contre la mer, c'est vain historiquement, et encore plus aujourd'hui avec l'accentuation des impacts des changements climatiques. Et donc, l'idée, c'est de dire on va être en rupture, on change de paradigme et on arrête de vouloir absolument participer à une approche statique du trait de côte, mais malgré tout, trouver des solutions pour protéger les zones exposées. Alors, cette gestion flexible, cette gestion souple du littoral, ça permet de réfléchir non plus sur un principe de trait de côte, c'est cette ligne Maginot, c'est ce trait qu'il faudrait défendre, et passer à une notion de bande côtière plus profonde dans laquelle, effectivement, on repense un territoire, on repense des aménagements. Et donc, on est sur des projets plutôt à une échelle régionale et surtout avec une forte implication des acteurs locaux. On n'est pas simplement centré sur la défense de première ligne des espaces anthropisés ou naturels, mais vraiment dans un projet de territoire avec une gouvernance instaurée. Alors, les avantages de ces approches, que ce soit les solutions fondées sur la nature, les solutions flexibles ou les solutions douces, c'est surtout de se laisser le droit à l'expérimentation. On est souvent sur des approches qui sont moins chères, moins impactantes sur l'environnement et les paysages, et qui sont donc qui permettent donc une possible réversibilité. Et on se rend compte, notamment à l'échelle internationale, que ce genre de pratiques sont plus facilement réplicables. Voilà, il y a des pays, il y a des territoires sur lesquels ils n'ont pas le choix, ils sont dans une dynamique d'enrochement, de digues, etc., d'infrastructures grises fortes et majeures, mais effectivement, ce n'est pas réplicable partout compte tenu des enjeux financiers mis en œuvre. Donc là, à travers ces projets, c'est donc une dynamique de territoire différente, des solutions plus douces, moins chères, qui peuvent être expérimentées sur des territoires. Et c'est ce que va nous présenter aujourd'hui Victor, notamment, avec son intervention qui sera centrée sur ce qui se passe plutôt en Europe, plutôt sur les milieux tempérés, et plutôt sur des solutions douces en milieu sableux. Victor, à toi la parole. Avant, juste un petit rappel. Merci de poser vos questions à travers la boîte à questions, d'écrire voilà, vos principales questions. Il y aura une petite pause après l'intervention de Victor pour lui poser des questions. Après une intervention de Gwenaël, à nouveau pause pour les questions et un petit débat à la fin. Merci à vous. Merci beaucoup Fabrice pour ce lancement. Je te propose de passer à la diapositive suivante.
Voilà, donc Fabrice vous a parlé un petit peu des solutions douces, hein, de ce qu'on entend. Moi, je retiens 3 points surtout, hein, l'accompagnement des dynamiques naturelles, des dispositifs qui sont adaptatifs et sur mesure et qui sont réversibles. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est des exemples de cas et l'idée, les principes généraux sur ce type de dispositif. On va commencer avec des ouvrages classiques, ce qu'on appelle classiques, c'est-à-dire ceux qui sont le plus souvent déployés lorsqu'on parle de solutions douces. Donc on est sur des dispositifs qui permettent l'accumulation du sable sur le haut de plage, le développement du couvert végétal et donc la constitution de barrières naturelles et de cordons dunaires. On verra aussi ce qu'on a appelé des ouvrages opportunistes. En fait, c'est la façon dont on peut utiliser les éléments que la mer nous donne lors d'épisodes ponctuels pour agir sur des comportements dunaires, par exemple. Et on regardera aussi l'évolution des pratiques, puisque ces dernières années, on observe quand même une petite odeur de changement avec des remplacements de solutions dures traditionnelles par des solutions douces. Je te propose de passer à la diapositive suivante. Ouvrage classique. Alors, sur des dispositifs de Ganivelle, comme vous voyez à l'image, on retient souvent 2 types de dispositifs. Les premiers, ce qu'on voit en haut, avec des ouvrages à maillage simple qui sont posés directement au sol, et d'autres ouvrages qui font appel à un bourrelet d'amorçage, qui sont en fait un terrassement qu'on obtient le plus souvent par retroussage du sable en fait mécanique de la plage pour constituer voilà un terrassement et permettre aux ganivelles d'être un petit peu en hauteur. Alors, quelle que soit la façon dont on les met en place, le fonctionnement de l'ouvrage est le même, c'est-à-dire qu'on est sur des dispositifs brise-vent. Donc, vous voyez, on est sur des rangées de lattes de bois. Alors là aussi, il faut s'adapter aux ressources qu'on a localement. Et ces lattes de bois vont en fait permettre de piéger le sable qui est transporté par le vent. Donc, l'idée, c'est que le vent prenne le sable, en suspension et que ce sable percute nos lattes de bois et s'accumule à l'arrière. Et puis avec le temps, en fait, on retrouve un cordon dunaire qui peut se former. Alors pourquoi est-ce qu'on fait appel à des bourrelets d'amorçage? C'est tout simplement sur certains secteurs, on sait que la constitution de ce cordon peut prendre du temps. On a un potentiel d'envol du sable qui est peut-être pas très important et surtout on a des enjeux à l'arrière qui peuvent être impactés par des submersions. Mais on a aussi nos ouvrages qui peuvent être impactés par des submersions. Souvent, on est sur des dispositifs où la plage en amont est peut-être courte ou ce genre de choses. Et du coup, on décide de mettre les dispositifs un petit peu en hauteur. Je te propose de passer à la diapo suivante. Donc, on l'a vu, hein, c'est Ganivelle. Donc, on est sur des rangées perméables qui accumulent le sable et elles peuvent être complétées par endroits par des dispositifs de mise en défense que vous voyez ici. Donc ça, c'est des rangées de ganivelles comme ça, qui n'ont pas pour objectif premier d'accumuler le sable, mais qui ont plutôt l'objectif d'éviter le piétinement des zones en avant dune. Donc on sait que si on évite le piétinement, on a un couvert végétal qui va pouvoir se développer. Et ce couvert végétal, il est très important puisqu'il va permettre de piéger le sable, de former les premières formes littorales, les premières dunes embryonnaires qui vont permettre de redynamiser notre cordon dunaire. Et aussi, ce couvert végétal, il va permettre de freiner la vitesse du vent au sol et donc de réduire l'érosion éolienne. Et donc là, on est typiquement sur des dispositifs qui peuvent être complémentaires, des rangées de ganivelles et un dispositif de mise en défense à l'avant. Et donc là, vous voyez, même sur mes photos, entre 2008 et 2009, enfin, c'est les photos de l'EID Méditerranée pour le coup, mais on voit que ces rangées de mise en défense ont quand même permis d'accumuler du sable. En fait, c'est du sable qui venait donc du continent et de la mer. Prochaine diapositive. Et là, on rentre dans un cas concret. Donc ici, on est sur la flèche de la Gracieuse. Donc on est dans le sud de la France, à l'embouchure de l'Hérault. Et donc c'est une flèche sableuse d'environ 10 km de long qui a la particularité de protéger à l'arrière le grand port maritime de Marseille. Donc on est sur une flèche sert de protection naturelle au grand port maritime de Marseille. Sauf que dès les années 80, en fait, on s'est rendu compte que cette flèche, vous le voyez sur la photo, elle est quand même sujette à submersion et se poser réellement la question du devenir de cette flèche à la suite de multiplication de brèches en fait, qui s'étaient formées et qui mettaient en péril la continuité de la flèche et donc forcément qui augmentait l'exposition du grand port maritime de Marseille au phénomène de tempête.
Et donc, Fabrice a parlé de l'importance de la phase de diagnostic. Ici, dès la fin des années 80, il y a eu un diagnostic. L'idée, c'est vraiment de comprendre parfaitement le fonctionnement du site et d'avoir une réponse qui est adaptée et qui va permettre en fait de rétablir un fonctionnement ou un rôle, disons, de protection naturelle. Et donc là, il a été décidé dès la fin des années 80 de mettre en place un ouvrage expérimental sur 300 mètres linéaires avec voilà, 8 rangées de ganivelles et un bourrelet d'amorçage. Et en fait, dès les premières années, en fait, on a quand même observé un succès avec les maillages de ganivelles qui se sont remplis de sable et qui ont été même complètement saturés en sable. Et il a été donc décidé d'étendre ce dispositif à l'ensemble de la flèche. Est-ce que c'est ce que vous allez pouvoir voir sur la prochaine diapositive? Avec la mise en place voilà, des premiers maillages de ganivelle, on est en 93. Donc là, vous voyez bien le bourrelet d'amorce qui crée un relief, une topographie importante sur la flèche, et l'ensemble de ces ganivelles, donc de ces lattes de bois qui forment des casiers. Et après 5 ans, en 1998, donc un ensablement total des casiers jusqu'aux casiers les plus élevés sur le cordon. Et une flèche qui a vraiment regagné encore, disons, et qui a retrouvé son rôle de protection naturelle pour le grand port à l'arrière. Et mine de rien, ce site-là, il est important puisque on a eu pendant un peu plus de 30 ans, en fait, un des plus grands enjeux économiques et industriels du sud de la France, protégé par un dispositif de solution douce. Ce qui me permet de rappeler d'ailleurs que ce genre d'ouvrage de Ganivelle, elles ont une durée de vie d'environ 15 ans et que lorsqu'on la met en place, donc il y a différentes générations de Ganivelle qui ont été mises en place sur ce site-là, et forcément, lorsque les ouvrages, enfin voilà, ce type d'ouvrage est mis en place, il est forcément nécessaire de générer un suivi et un entretien, il y aura forcément de la casse, forcément des dégradations. On sait aussi qu'il peut y avoir des ouvrages qui fonctionnent peut-être pas assez satisfaisamment, et du coup, on sait qu'on va devoir les compléter avec, par exemple, voilà, de la mise en défense ou de la revégétalisation, etc. Je propose de passer au site suivant, où là, on est, il me semble, à Sérignan. Ouais, voilà, Sérignan. Donc là, on est sur un des tout premiers ouvrages qui a été mis en place. Donc, on est au domaine des Orpélières, qui est un site du Conservatoire du Littoral. Et là, donc, ces ouvrages, ils ont été mis en place pour la première fois au début des années 80. Donc, on était, je crois, en 83, 84. Et Fabrice en a parlé, mais un élément important de ce type d'ouvrage, c'est que l'idée, c'est de retrouver un semblant de paysage naturel. Enfin, l'idée, c'est qu'avec le temps, ce type de dispositif puisse se fondre dans le paysage. Et là, en fait, sur ce site-là de Sérignan, c'est vraiment marquant, où je pense que la plupart des visiteurs ne pensent pas, enfin, estiment se trouver sur une dune bordière complètement naturelle. Et en fait, ces dispositifs-là ont été mis en place depuis 40 ans. Je propose de passer à la diapo suivante. Donc, dans le sud de la France, on est aussi exposé à des phénomènes d'échouage du bois flotté particulièrement importants. Donc ici, sur la photo de droite, c'était à Fleury-Dode en 2020. Et là, on était sur, du jour au lendemain, à peu près 20 000 mètres cubes, un peu plus de 20 000 mètres cubes de bois flotté qui sont échoués sur la plage et qui ont complètement submergé la plage. Donc, jusqu'alors, ce type de phénomène, en fait, provoquait une évacuation du bois flotté. Et puis en réfléchissant, on s'est dit, mais peut-être qu'on peut chercher des façons de valoriser ces dispositifs. Et donc c'est ça qu'on appelle des ouvrages opportunistes. Donc l'idée, c'est de se servir un petit peu de ce que nous donne la mer. Alors je le dis, et ça c'est très important, vous le voyez sur l'image de gauche, qui dit échouage de bois flotté et tempête dit forcément arrivée aussi de déchets. Et donc, avant de valoriser le bois flotté, forcément, il y a une phase importante de nettoyage, puisqu'il n'est pas question de remettre sur des secteurs naturels des particules de plastique, que ce soit du macroplastique ou du microplastique, des paillettes, ce genre de choses. Donc, et ça peut être un frein très important à la valorisation de ce type de dispositif. Mais je vous propose de regarder comment on a fait. En fait, on s'est rendu compte que après quelques traitements, donc typiquement ici sur du bois flotté, on sait qu'il va être particulièrement ensablé. Donc la première chose à faire pour nous, c'était de cribler le bois flotté, donc séparer
le bois et le sable. Et là, vous vous rendez compte, ça c'était un chantier mené par le ID Méditerranée à Fleury. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient 70% de sable dans le total de volume ramassé sur la plage. Et donc forcément, quand on est sur des sites où on recherche à mettre en place des ouvrages de lutte contre l'érosion, si en plus de ça on retire une quantité non négligeable de sable, c'est pas le but, quoi. Donc là, cribler le sable pour le remettre sur la plage et ensuite broyer les 30% de bois flotté qui restaient pour en faire des copeaux, en fait, de plus ou moins grands, qui vont permettre d'être mis en place dans des opérations de valorisation sur la plage. Donc un premier exemple sur la diapositive suivante, qui est le cas d'une commune. Alors là, on est à Carnon, donc sur un site d'ailleurs conservatoire du littoral, où là, la commune, au fur et à mesure des épisodes d'échouage de bois flotté, les stocks, les broie, enfin le crible, le broie, et l'utilise pour réaménager ces sentiers d'accès à la plage. Et en fait, ils se sont rendus compte que pour pas très cher, en fait, ils arrivaient à s'épargner tous les désavantages classiques des plattelages en bois, donc qui sont en fait la casse et l'ensablement. Donc, ils le font pas partout parce qu'il y a forcément des accès qui sont dédiés à des accès PMR, mais sur des sites comme cela, ils peuvent mettre en place voilà, un tapissage de bois flotté qui s'ensable naturellement et qui permet d'avoir un passage relativement solide et praticable. Donc, un autre exemple sur la diapositive d'après, je crois que c'était à Sérignan. Voilà, là aussi, une commune qui a fait le choix de ramasser le bois flotté, de le cribler, le broyer et le réutiliser pour refaire ses accès à la plage. Et forcément, bien moins cher que s'ils avaient dû réaménager les accès différemment. Mais c'est pas tout ce qu'on peut faire avec du bois flotté. Nous, on a vu qu'on pouvait aussi les utiliser pour voilà, conforter les cordons dunaires, notamment lorsqu'il y a des brèches. Et donc là, l'idée, c'est de broyer le bois flotté de façon plus ou moins fine. Ça peut être du broyat grossier ou du broyat fin. Enfin, grossier, donc ça veut dire des copeaux de bois qui vont faire 20 centimètres, par exemple 15-20 centimètres, ou alors qui peuvent faire plutôt 5 centimètres de long. Et en fait, ces bois flottés vont être concentrés sur les zones de brèche et vont permettre d'ensabler la zone et progressivement aussi de permettre à la végétation de se développer dessus. Et là-dessus, donc ça a été mis en place surtout à Fleury-Dode, dans l'Aude, du coup, et avec des résultats vraiment satisfaisants sur le site. Euh, je propose de passer à la diapositive suivante. Ouais, voilà, c'est donc là, on part sur l'évolution des pratiques. Donc, je disais qu'on observe dans le sud de la France un changement ces dernières années avec de nouveaux dispositifs qui sont mis en place. Le premier, c'est celui-là. Donc, c'est un cordon dunaire de seconde ligne. Donc là, l'idée, c'est on est au Gros du Roi, en Camargue gardoise. Et là, on est sur un secteur en fait en fort recul, enfin, avec une mobilité du rivage qui est particulièrement importante et un secteur particulièrement bas. Donc on est entre, vous le voyez sur l'image, hein, avec des lagunes littorales en arrière-plage et des cordons dunaires qui sont peu élevés. Généralement, l'altitude, là, on est sur 1 mètre, 1,50 m fréquemment sur ce genre de zone. Et donc là, l'idée, ça a été de laisser la mobilité au rivage et d'agir plutôt à l'arrière en rehaussant des sentiers, en recréant des cordons dunaires, donc avec des maillages de ganivelle, un bourrelet d'amorçage et des opérations de revégétalisation, et de connecter tout ça et de former un cordon de protection contre les phénomènes de submersion marine, plus reculé à l'arrière, et donc moins sujet aux attaques frontales de la mer. Deuxième cas intéressant, je crois qu'on c'est sur la diapositive d'après, on va être à Hyères, toujours en Méditerranée française, où là on est sur quelque chose d'assez, enfin voilà, vraiment précurseur pour le coup, avec un secteur qui était autrefois protégé par des enrochements et s'est posé la question en fait du futur de cet enrochement et sur la base de plusieurs scénarios, celui qui a été retenu, ça a été de redonner en fait un, un linéaire naturel sur ce secteur-là en restaurant les dunes et en supprimant les enrochements. Donc ça, c'était un linéaire de plus de 400 mètres, il me semble, qui était concerné. Et ils se sont rendus compte en fait que enfin, enlever les enrochements et retrouver un linéaire naturel, c'était, selon leur scénario, en fait, 4 fois moins cher que de laisser les ouvrages durs sur place, en matière d'entretien, etc. Et de rénovation, etc.
Et donc ça, c'était en 2019, dans le cadre d'un projet voilà, du programme Life Adapto, qui est porté par le Conservatoire du Littoral. Et c'est quoi, 5 ans, 6 ans plus tard, en fait, on se rend compte que sur le site, on a une relative stabilité du rivage, qui a forcément cherché son équilibre, en fait, dès la mise en place, mais depuis, relative stabilité de la ligne du trait de côte à cet endroit. Et ça a donné des idées, visiblement, puisque sur la diapositive d'après, vous voyez un autre cas pratique. Donc ici, on est sur l'embouchure fluviale du Bourdigou, dans les Pyrénées-Orientales. Et donc là, on est sur une embouchure qui a été enrochée à la moitié des années 70. De mémoire, on est en 1974. Et cet enrochement, enfin, c'est deux jetées en fait qui ont été construites. Elles ont produit une importante perturbation des dynamiques littorales et ont généré une encoche d'érosion particulièrement importante au nord de l'ouvrage, qui à terme commence à menacer en fait des activités, des usages et des zones résidentielles sur le rivage. Et donc, dans le cadre d'un appel à projet du ministère de la Transition écologique, les gestionnaires du site et tous les acteurs qui travaillent à cet endroit-là ont décidé de retirer ces enrochements et de permettre au linéaire côtier de retrouver en fait son équilibre naturel et sa dynamique naturelle tout simplement sur ce site-là. Donc voilà, c'était quelques exemples. Je suis passé assez vite, mais si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Merci beaucoup, pardon, Victor, pour ces informations très claires, ces exemples qui ont été évoqués. Si la caméra voulait bien rester, ce serait plutôt sympathique. Merci. Je te remercie. Plein de questions. Ouais, Je vais en passer quelques-unes. Si tu peux faire des réponses courtes, comme ça je pourrais en poser ça plus. marche. Euh, Est-ce que ce genre de solution, ça marche sur toutes les plages sableuses? Dès qu'on a du sable, on peut mettre des ganivelles? Alors l'idée, c'est quand on met en place des solutions douces, c'est toujours de s'inspirer de ce qu'il y avait avant. Donc, euh, donc non, on ne va pas pouvoir les mettre sur tous les rivages sableux. On a des rivages sableux qui sont plus propices à avoir un envol du sable et donc une accumulation de sable dans nos ganivelles. Et d'autres, je pense notamment en fait aux secteurs tropicaux où on peut avoir une humidité plus importante, une granulométrie plus importante et donc du sable qui est plaqué au sol qui va moins s'envoler et donc nos ganivelles qui sont ouais, plus difficiles à rencontrer du succès. Merci beaucoup. Les questions affluent. Est-ce que pour parler de solutions douces, envisager ce genre de solution, il faut forcément avoir recours à des matériaux locaux? Est-ce que ça fait partie des conditions de réussite ou des conditions de manière à labelliser quelque chose de doux? Alors, on n'est pas obligé, mais c'est quand même à privilégier en fait. Tout simplement en utilisant des matériaux locaux. Déjà, on va forcément réduire les coûts d'importation, mais en plus de ça, enfin, ça va permettre d'impliquer les communautés locales. Et donc, c'est ce qu'on met en place, nous, dans le cadre du projet WACA, en fait, avec les AMP d'Afrique de l'Ouest. On sait que pour qu'un ouvrage comme ça puisse fonctionner à plein régime, j'ai envie de dire, il faut qu'il soit approprié et compris de tous. Euh, Là, je montrais la mise en défense. Forcément, si les gens ne comprennent pas, enfin, si les usagers de la plage ne comprennent pas pourquoi c'est mis en place et passent de l'autre côté, ça va jamais marcher, quoi. Donc, impliquer les communautés locales par l'utilisation de matériaux locaux, mais par aussi leur implication dans le choix des sites où ça peut être mis en place, dans la conception des ouvrages, dans l'installation des ouvrages ou les processus de suivi qui peuvent mettre en place, c'est forcément des facteurs de réussite importants, à ne surtout pas négliger. Oui, l'implication des populations, c'est vraiment souvent, enfin, on en reviendra encore plus la semaine prochaine, mais Ouais. c'est souvent un facteur indispensable de réussite. Plein de questions, j'en sélectionne quelques-unes. Là, tu as répondu à Anne sur les projets en Afrique de l'Ouest. Oui, effectivement, ce sera là aussi présenté la semaine prochaine. Il y a plusieurs projets, mais notamment un au nord du Sénégal, sur la langue de Barbarie, où vous avez été impliqué dans la mise en place de solutions du même type avec des matériaux locaux un peu particuliers. Je vous invite à venir étudier et entendre cela. Euh, tu évoquais aussi le fait que c'est la durée de vie de ce type d'ouvrage était une quinzaine d'années. Mais comment ça se fait? C'est que
les ganivelles s'usent, s'abîment, il faut les changer. Enfin, comment ça marche? Pourquoi que 15 ans? Ouais, c'est ça, en fait, c'est des solutions, enfin, des dispositifs qui sont à l'air libre sur la mer. Donc, on a du sel, on a des embruns, de l'humidité, et puis on va avoir des périodes de sécheresse importantes aussi. Donc, forcément, les dispositifs ils vont s'user à partir d'un moment. Et d'autant plus qu'on est sur des espaces mobiles, donc on n'est jamais à l'abri en fait d'une tempête ou de dégradation naturelle en fait qui se produisent sur le site. Et puis forcément aussi, si on a des ganivelles sans sable et un cordon qui se met en place, l'efficacité des ganivelles s'écroule. Donc là, il peut être intéressant voilà, de réfléchir à une seconde phase de mise en place et une deuxième génération de ganivelles qui va être complémentaire à la première, par exemple. Une petite réponse rapide à Héloïse qui parle de la commune d'hier, voilà, qui connaît, concerne pas tout le monde au niveau de l'Almanach. Le Conservatoire du littoral a été impliqué notamment dans l'accompagnement de la commune, dans le désenrochement de cette plage, on avait analysé, effectivement, l'enrochement était bien pire et accélérait la disparition de la plage, et ce qui est lié notamment à une brèche en mer au milieu au niveau des posidonies, voilà, posidonies qui servent de frein à la houle et qui, voilà, au niveau de cette brèche, accentue, mais je m'étends pas parce qu'on est sur un cas un peu particulier. Euh, une question de Arnaud qui nous demande pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de rechargement de plage, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de récifs artificiels, de drainage de plage. Est-ce que ça, c'est des solutions douces ou est-ce qu'on est un peu en limite sur les solutions? Alors, sur ce type de dispositif, on est un petit peu dans la zone grise des solutions douces et des solutions dures. Il n'y a pas vraiment de définition avec des barrières nettes et claires. Euh, mo- Enfin, nous, ce qu'on préfère retenir dans les solutions douces, et tu l'as très bien dit au début, en fait, c'est l'accompagnement des dynamiques naturelles. Et finalement, peut-être que avec, enfin, voilà, on l'a dit, des ouvrages qui sont réversibles, qui sont adaptatifs, qui peuvent être mis, retirés, modifiés pour en améliorer l'effet. Mettre en place voilà, des rechargements de sable, des récifs artificiels, etc. Si c'est adéquat et si ça peut marcher, très bien. Hein, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, pourquoi pas? Maintenant, on est sur des éléments qui sont, enfin, des interventions qui sont souvent plus lourdes. Recharger le sable, ça veut dire passer souvent avec des engins mécaniques sur la plage et pas qu'une fois, ça peut avoir des effets assez importants. Donc, c'est plutôt mis en place en fait sur les secteurs urbanisés ou disons où les enjeux écologiques sont peut-être moins importants. Une toute dernière question, et puis je garde les autres questions pour la fin sur le débat, parce qu'on a Ok. déjà énormément. Euh, je garde la question de Ramchon pour la fin, dans le débat, parce que ce sera vraiment intéressant. Hélène Jay du National Trust, que je salue, nous demande si on a déjà eu, je pense à un site du Conservatoire du littoral en Languedoc-Roussillon, est-ce qu'on a déjà eu des événements de tempête extrême face à des solutions, et qu'est-ce qui s'est passé? Comment ces solutions douces de Ganivelle se sont comportées? Alors, je sais pas à quel site tu penses là, comme ça, mais c'est sûr que Au des travers, ganivelles. Pardon? au petit travers. Ouais, au petit travers. Mais en fait, quand on est sur des secteurs avec un recul très important et qui sont exposés de façon assez frontale au phénomène de tempête, forcément, la ganivelle, elle peut pas résister seule à une lame ou un déferlement important, quoi. Il va y avoir de la casse. Donc c'est pour ça, on parlait de diagnostic au début. L'idée, c'est de bien identifier les secteurs sur lesquels on va implanter la ganivelle. Et dans l'idée, c'est de la mettre sur des secteurs où elle n'est pas exposée au run-up, typiquement, ou exposée en fait au déferlement. Donc ouais, si il y a un phénomène de tempête important et que la ganivelle est sur une zone exposée, va y avoir de la casse. Donc l'idée, c'est vraiment, voilà, dans la phase du diagnostic, bien identifier les secteurs où elles peuvent être exposées et les secteurs où elles vont être moins exposées et vont pouvoir résister. Et notamment réfléchir au bourrelet d'amorçage dont je parlais au début,
qui permettent là aussi de créer de la hauteur en fait et les exposer un petit peu moins. Merci beaucoup. Les questions n'arrêtent pas, donc je suis D'accord. désolé. J'en garde. Voilà, on va essayer d'en synthétiser, de poser ça à la fin pour le débat, et notamment sur la hauteur des dunes. Voilà, jusqu'où on peut aller. Je garde ta réponse pour tout à l'heure. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a encore beaucoup à dire. Je vais donner la parole à Gwenaël. On va partir dans l'océan Indien et voir le type d'activités, de process qui sont mis en œuvre là-bas, justement, dans le cadre de ces solutions douces. Gwenaël, à vous la parole. Merci. Donc, diapositive suivante, parce que sur mon portrait, je ne peux pas dire grand-chose. Donc, moi, j'ai choisi de parler de l'écotone récifal ou du système récifal, hein, qui est un des deux biomes importants dans les milieux tropicaux. Et donc, dans les solutions fondées sur la nature dont on parle depuis tout à l'heure, en fait, on s'appuie sur la bio-ingénierie humaine qui s'inspire de la bio-ingénierie naturelle. Et nos coraux hermatypiques, c'est-à-dire les constructeurs du récif, eh bien, sont de formidables bio-ingénieurs, et pas à l'échelle des temps humains, pas à l'échelle de 15 ans, mais à l'échelle des temps géologiques. Par exemple, il a fallu presque 8000 ans pour construire le récif frangeant de la Réunion. Alors, en effet, les coraux sécrètent le carbonate de calcium qui édifie le récif. Et cette sécrétion leur a permis jusqu'alors de s'adapter aux variations du niveau de la mer, qui a été jusqu'à moins 120 mètres par rapport au niveau actuel. Donc, le fait qu'ils arrivent aujourd'hui à protéger notre récif en étant à fleur d'eau montre qu'ils ont une grande capacité d'adaptation. Ces récifs à fleur d'eau permettent aujourd'hui aux récifs de dissiper plus de 90% de l'énergie de la houle, mais on en a montré jusqu'à 94% à La Réunion, et ils permettent la sédimentation, la production de corail et la sédimentation en arrière pour former les plages et les dunes. Et sans oublier qu'il crée une multitude de niches écologiques avec une biodiversité exceptionnelle dans un environnement qui est dit oligotrophe, c'est-à-dire pauvre en nutriments. Et c'est ce phénomène qu'on appelle le paradoxe de Darwin. Diapositive suivante. Alors, ces services écosystémiques rendus par les récifs coralliens, eh bien, ils sont en altération, et ce depuis l'Anthropocène, c'est-à-dire la période à peu près de l'industrialisation. On constate en effet une altération des services rendus par ces récifs coralliens à toutes les échelles, et ce à cause des changements globaux, que ce soit l'augmentation de la température, que ce soit l'acidification des océans qui vont altérer la capacité de production du carbonate de calcium. À l'échelle régionale, on constate une augmentation des forçages avec des phénomènes paroxysmaux qui augmentent l'érosion des côtes. À La Réunion, on est particulièrement exposé aux houles australes et aux cyclones. Et enfin, le contexte local, eh bien, on a des zones côtières, des bassins versants qui génèrent une forte attractivité balnéaire. Et ça génère des perturbations des conditions hydrologiques côtières, avec l'augmentation de la turbidité côtière, l'augmentation de l'enrichissement des eaux qui vont être plus favorables, par exemple, aux algues qu'aux coraux. Et donc, l'intervention en termes de bio-ingénierie humaine, elle doit soutenir, en fait, renforcer, réparer les services écosystémiques du récif et donc aider à la fourniture de refuges pour la biodiversité, amortir les houles et reproduire notre usine à sable qui produit notre littoral. Diapositive suivante. Alors, on a sauté une. Voilà. Donc, si les solutions fondées sur la nature dont on parle depuis tout à l'heure interviennent spécifiquement sur le rivage,
Il ne faut cependant pas oublier les bassins versants. En introduction, Fabrice a parlé de réflexion régionale. L'échelle du bassin versant est importante aussi, et en particulier dans le contexte récifal, où les bassins versants font l'objet d'un contrôle strict des apports fluviatiles sur les récifs coralliens, que ce soit en termes d'apport d'eau douce ou de matière en suspension, et même en contexte paroxysmal. L'impact du cyclone Garance en mars 2025 a été, par exemple, à La Réunion, particulièrement pluvieux et particulièrement impactant pour le récif corallien. Et l'altération d'un événement peut avoir altéré les services rendus par le récif pendant une dizaine d'années. Et donc là, les outils de gestion du territoire, que ce soit dans les DOM-TOM, le SAR, ou bien les SCOT, les PLU, ou les PAPI, les programmes d'action de prévention des inondations, doivent être adaptés. Ils sont trop souvent calqués sur des modèles détritiques, où l'apport de sédiments est vu comme quelque chose de positif, alors que le récif corallien n'aime pas l'eau douce, n'aime pas la turbidité. Diapositive suivante. Alors, les discussions que l'on a avec les biologistes à La Réunion dans le cadre de l'OSU Réunion amènent à proposer des contextes d'intervention en fonction, en fait, de l'efficience du recrutement corallien. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le recrutement corallien? C'est le processus par lequel de nouvelles colonies de coraux s'installent sur le récif. Et j'ai mis ici des petites photos de la ponte des coraux, puisqu'en fait, ils pondent des œufs. Et donc, on a identifié 3 cas. Si le recrutement corallien est qualitatif, donc si on a assez d'œufs, si on a assez de larves, eh bien, la réflexion doit être portée sur la qualité du substrat benthique, c'est-à-dire le support à l'installation des larves. Et actuellement, on essaie de mettre en place une réflexion sur l'hydrodynamisme en arrière-récif, qui, pour le récif de La Réunion, semble altéré. Alors, si le recrutement est efficient, comme on peut le voir sur de nombreux littoraux dans le monde, eh bien, il y a des opérations de bouturage de corail qui semblent fonctionner avec différentes modalités. Et dans le contexte de structures coralliennes totalement dégradées, la question des récifs artificiels soutenus par une accrétion minérale. Alors, qu'est-ce que l'accrétion minérale? Eh bien, c'est une technique où l'on fait passer du courant électrique basse tension dans une structure sous-marine pour précipiter le calcaire de l'eau de mer. Et ça fait une gangue autour de nos barres métalliques sur lesquelles on vient bouturer le corail. Et le corail bouturé sur ces structures, eh bien, croît plus vite grâce au courant basse tension que le corail normal, naturel. Mais il est plus fragile. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que la fragilité fait que la casse est plus fréquente et donc on reproduit à une vitesse accélérée possiblement l'usine à sable que représente aussi le récif. Je propose de passer à la diapositive suivante, où là, on revient à terre et on revient sur les plages et les dunes, où on retrouve en fait les grands principes appliqués sur les littoraux tempérés qui ont été explicités tout à l'heure, avec, je le rappelle, le retrait des points durs, parce qu'on a des littoraux très anthropisés, et donc il y a des murs, la végétalisation artificielle avec l'installation de forêts comme les forêts de Filao à La Réunion, qui constituent des points durs et qui augmentent la capacité du courant de retour des vagues d'érosion du littoral. On appelle ce phénomène le backwash. On doit aussi garantir que tout aménagement doit avoir une transparence hydraulique, justement pour éviter l'impact des vagues et donc limiter la capacité érosive de ce courant de retour. On doit aussi, dans la pensée de l'aménagement, préserver les surfaces de mobilité naturelle du trait de côte. Le trait de côte, c'est mobile. Il y a des variabilités à l'échelle des saisons, à l'échelle d'un événement. Et donc, la mer doit pouvoir agir sur une certaine surface sans rencontrer de points durs.
Ce qu'on a constaté aussi comme efficace, c'est le reprofilage des plages. En effet, une dune, une morphologie de matériaux meubles est plus vite déstabilisée, donc érodée, si elle présente des pentes abruptes en contact avec la mer, que si elle présente une pente douce. On doit travailler à construire les dunes bordières, comme présenté tout à l'heure. Et donc, on agit ici aussi sur la déflation éolienne, même si sur les environnements coralliens, on a parfois des sédiments plus grossiers, comme évoqué, mais on a souvent des particules fines qui résultent de la bioérosion des récifs ou des algues calcaires. Et donc, cette intervention, eh bien, en raison du climat tropical, elle est souvent réalisée par une végétalisation adaptée, indigène, soit par plantation, soit par valorisation de stocks de graines in situ. Dans certains cas, on doit intervenir sur la gestion du stock sédimentaire qui, en raison de l'état de santé du récif, régresse. Et donc, on peut être amené à mettre en place des plans de gestion sédimentaire, comme c'est le cas sur les photos que je vous présente ici. C'est le cas de l'Ermitage, une des plages de Saint-Gilles à La Réunion, où en fait la construction du port de Saint-Gilles a arrêté la dérive littorale et stocke du sable de manière trop importante en aval des rives. Et donc, on prélève ce sable actuellement, parce que sinon, il est emporté par le vent, et il est sinon emporté par les vagues, parce qu'il arrive trop près sur la barrière et il étouffe même le corail. Et on le remet actuellement en aval des rives, alors que pendant des années, on l'a mis dans le continuum de la dérive actuelle, en passant au-delà du port. Mais la présence de murs continue et fait que le stock de sable ne restait pas. Et ce qui est aussi fait, c'est la gestion des usages, même si la question du pique-nique littoral est une question importante à La Réunion. On met en place de la gestion des cheminants, de l'information sur les structures qui sont mises en place. Diapositive suivante. Alors, j'ai parlé des cas des plages qui sont très entreprisées, mais parfois, en fait, on a des plages qui sont des habitats de ponte pour les tortues marines, et où on veut restaurer l'habitat de ponte pour les tortues marines, parce que la ponte de tortues marines, par exemple, à La Réunion, est très, très rare. Et donc, là, quels sont les supports? Eh bien, c'est la végétalisation, qui sert d'abord à produire la dune bordière, avec une succession d'espaces et d'espèces adaptées. Et donc, produire la dune bordière, eh bien, c'est avec une succession, non pas de ganivelles ici, mais de lianes, d'herbacées, et puis d'arbustifs. Les tortues auraient besoin, selon le CEDTM, d'ombrage pour réguler une question de sexe ratio. Et là, donc, ils interviennent avec des arbustifs et des arbres. Et la tortue serait sensible aussi à l'anthropisation des littoraux, et donc là, ils utilisent toute une série d'espèces qui masquent l'odeur et, entre guillemets, l'odeur et la présence de l'homme, avec des maniocs bord de mer, des porchers, des veloutiers. Et dernier point, avec une dernière diapositive que je voulais aborder, eh bien, on a parlé d'ouvrages opportunistes. Moi, j'avais mis solutions opportunistes. Alors, en tant que géomorphologue littéraliste, on sait que les échouages et les laisses de mer font partie de la vie de la plage. Mais il y a des cas où ces échouages peuvent être néfastes pour l'environnement littoral et récifal. Et j'ai pris 2 cas ici pour l'illustrer. J'ai pris l'exemple, la publication de Franck Dolic sur l'échouage des sargasses en Martinique, et qui montre que, en trop grande quantité et trop compacté par le temps, ces sargasses en fait renforcent le courant de retour des vagues, donc le backwash,
et augmente l'érosion de la plage. Et à La Réunion, une publication qu'on a sortie en 2025, oui, en microbiologie, sur la microbiologie des plastiques d'échouage, elle montre que ces plastiques d'échouage que l'on trouve effectivement dans les bois flottés, eh bien, sont porteurs de bactéries biorésistantes, et ces bactéries biorésistantes sont potentiellement nocives pour la vie récifale. Et il y a un dernier sujet, un troisième sujet qui pour le moment n'est pas éclairé par des publications, c'est que la décomposition de ces matériaux dans les eaux récifales peuvent altérer la chimie des eaux récifales, et l'impact sur la vie corallienne n'est pas encore étudié. Donc, en conclusion, je pense qu'il faut retenir que les environnements biodétritiques récifaux, eh bien, sont le résultat de la productivité primaire des océans et doivent faire l'objet d'approches spécifiques. Mais ils peuvent se nourrir aussi d'expériences qui sont menées sur les littoraux tempérés. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de réversibilité des solutions fondées sur la nature qui laisse le droit à l'expérimentation. Et à La Réunion, en fait, c'est comme ça que ça a commencé. C'est l'expérimentation des collectivités locales qui, après, est appuyée par l'expertise des scientifiques. Voilà mon propos. Merci beaucoup, Gwenaëlle, pour cette présentation très claire, très intéressante. Merci, on a beaucoup de chance aujourd'hui de vous avoir tous les deux parce que c'est très concret, très opérationnel. Même si on ne me voit pas parce que la caméra refuse de marcher. Très heureux aussi de retrouver plein de collègues et d'amis dans les spectateurs du jour. Je vois Meriem, Faisal, Gilbert, Cédi, Mariama, Henriette, Cyril. Je ne vais pas citer tous les Cogicops et tous les partenaires qui suivent nos MOOC Cogico, mais je me suis surpris à regarder les noms des participants et voilà, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Alors, plein de questions là aussi pour Gwenaëlle, notamment voilà, les limites, un peu comme tout à l'heure vis-à-vis de Victor, sur qu'est-ce que c'est qu'une solution douce. À partir du moment où on arrose des plantes et on met de l'électricité dans l'eau, est-ce qu'on peut parler encore de solution douce? Oui, dans cette idée de réversibilité. Et les coûts opérationnels, enfin, c'est surtout cette question-là qui est importante, la réversibilité, la possibilité que lorsqu'on enlève l'objet et il est mobile, et on n'a pas d'impact. Effectivement, quand on a parlé tout à l'heure de zone grise en ce qui concerne la recharge des plages, ici, dans le contexte récifal, on n'a plus de sédiments, on a manque de sédiments, et c'est une gestion intelligente des stocks que l'on a. Par exemple, au niveau du port de Saint-Gilles, en fait, la plage s'est avancée de 17 mètres et a étouffé le récif. Donc, soit on laisse faire ça, et les vagues arrivent à emporter le sable, donc on perd un stock qui n'est plus produit parce qu'un récif va mal, il est étouffé par les sédiments, par la pollution, soit on gère notre stock de manière intelligente et là on intervient. Et là on a choisi pour ce cas-là d'intervenir. C'est intéressant parce qu'effectivement, là, on est dans le paradoxe par rapport aux solutions dans les milieux tempérés où on parle souvent de problèmes, de limites de plus en plus d'apport de sédiments à travers le bassin versant où effectivement, aujourd'hui, on a moins de sédiments qui arrivent, donc du coup, les plages sont moins engraissées. Et là, j'ai bien noté que là, ça devenait un problème, que la gestion du bassin versant pouvait être justement très importante parce que le risque, c'était d'apporter des sédiments et du coup, ça pouvait être impactant négativement sur les plages et surtout sur les coraux. Et oui, et sachant que des stratégies sur les bassins versants ont beaucoup été de concentrer les ravines sur une seule embouchure et avec des modèles de prévision de pluie qui sont sans doute sous-estimés par rapport à la réalité. Et donc, le papy de l'Ermitage, il est très récent, hein, il vient de, je sais plus, il y a 5 ans qu'il a été mis en place à peu près, si je me souviens bien, et il est déjà dépassé par des pluviométries exceptionnelles. Une question de Cyril sur les différences, justement, on retrouve un peu ça
d'usine à sable, où on a d'un côté du sable silice, voilà, qui vient, et là, le sable corail n'est pas du tout le même type de sable. C'est quoi la différence? On le voit sur certaines plages, mais l'usine à sable corallienne ne produit pas du silice. Non, elle produit du carbonate de calcium. C'est du calcaire. Et donc, il a pas la silice, le quartz des plages est beaucoup plus résistant. Il s'use moins vite aussi, il se décompose moins que notre carbonate de calcium. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait peu de sédimentaux dans les milieux coralliens, justement, parce qu'on a une grande hétérogénéité de taille granulométrique, si bien que les moyens scientifiques pour les étudier devraient aller de la poussière jusqu'au galet. Et donc, c'est un frein à l'étude de la variété de nos sédiments et donc des processus de décomposition de ces sables entre la production et puis leur altération sur la plage. Merci beaucoup. On reste toujours dans cette notion qui intéresse visiblement pas mal de nos participants. Qu'est-ce qu'on appelle l'approche Reach to Reef? Parce qu'effectivement, là aussi, on est encore sur cette notion de bassin versant. Et comment, effectivement, en zone océan Indien, voilà, qu'est-ce que ça veut dire Reach to Reef quand on est chez vous? Euh, Là, je sais pas. Qu'est-ce que les concepteurs du concept ont mis derrière ce terme? Effectivement, la question du bassin versant n'est pas la même question dans les milieux récifaux que dans la question des littoraux détritiques qui se nourrissent des sédiments qui viennent du bassin versant. Et donc il doit y avoir un filtre qui s'opère entre le bassin versant et la zone récifale. Et on ne peut pas détourner des ravines pour les faire s'écouler dans des environnements qui n'en ont pas reçu. Là, par exemple, il y a un projet à La Réunion sur la pseudo-ravine joyeuse de faire des écoulements d'eau sur une ravine que les géomorphologues ne considèrent n'a jamais existé puisqu'elle ne débouche pas sur une passe ni sur une fausse passe dans le récif. Et les aménageurs veulent faire un nouvel écoulement dans le récif qui risque d'altérer la barrière récifale et c'est problématique. Donc, on doit réfléchir de manière complètement différente, déconnecter le bassin versant du récif. Et à La Réunion, historiquement, le bassin versant ouest, qui est le littoral récifal, recevait très peu de pluie. Mais avec le changement climatique, on a une augmentation plus importante des pluies sur l'ouest que sur l'est, qui perd un peu de pluie. Et du coup, en fait, ça va être compliqué pour le récif corallien de se maintenir, sans intervention sur le bassin versant. Merci beaucoup. Avant de passer au débat où en fait ce sera plutôt la bourse aux questions, puisqu'il y en a encore beaucoup, mais voilà, on posera à tous les deux. Une dernière question que je trouve particulièrement intéressante, même si c'est un spectateur anonyme qui nous la pose, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut concilier ce tourisme balnéaire et notamment la végétalisation de plage. Je repense des gargotes, à des différentes petites paillotes qui sont en haut de plage qui, elles, ont du mal à rendre compatible leur activité de paillote pour vendre des sodas et autres boissons, et effectivement conserver des zones de végétalisation devant, et qui après nous disent, ah bah, oups, on est embêté, il y a de l'érosion, la mer recule. Comment est-ce qu'on peut rendre compatible ça? Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur cette approche? Eh bien, à La Réunion, il y a déjà eu de la relocalisation. Et cette relocalisation, elle avait du mal à se faire mettre en place sur la seule impulsion de l'État, et elle a réussi à se mettre en place grâce à des mobilisations citoyennes. Et aujourd'hui, tout ce qui est installation sur la dune, en fait, est bien en arrière et avec des systèmes non pas ancrés dans le sol, mais un peu sur pilotis, de façon à ne pas impacter les processus, et donc des systèmes déplaçables s'il y a intérêt à les déplacer. Et comme c'est la possession de la mairie, en fait, c'est elle qui peut décider d'arrêter la location et de les retirer.
Merci beaucoup. Ça me fait penser à, voilà, je réagis à cette question, comment est-ce qu'on peut rendre compatible l'activité touristique si on détruit la plage? C'est difficilement compatible. Donc, effectivement, il faut voir à plus long terme. Et effectivement, il faut que les autorités soient en capacité de gérer. Mais c'est de même avec le vol de sable. Je me souviens d'être sur une plage en Afrique de l'Ouest, dans un pays que Eddy connaît bien, où les gens étaient en train de creuser et récupérer du sable devant, sur la plage pour construire leur maison. Ils me disaient, on a un problème parce qu'effectivement, la plage recule, la mer est en train d'attaquer nos maisons. Arrêtez vous-même d'attaquer la plage, peut-être que ce sera déjà un début de solution. Voilà, il faut effectivement avoir cette approche et ce n'est pas toujours évident de voir sur le moyen long terme. Voilà. À La Réunion, en fait, le prélèvement de sable le plus important, ça a été à la période de four à chaud. Et là, il y a eu une grande déstabilisation et donc c'est pour ça que on constate très tôt, en fait, une érosion des littoraux. Oui, donc vous avez plus d'expérience. C'est l'avantage et du désavantage. Merci. Gwenaëlle, je vous propose de rester là et puis de Victor de nous rejoindre. Je vais laisser la parole un peu à Chloé pour relayer des questions qui ont été posées en amont et que j'aurais loupées jusqu'à présent. Voilà, parce qu'il y en a encore plein d'autres. Chloé, je te laisse Oui, poser des merci. questions. Nous avons donc une question de Ramchourn Sinote sur la dernière slide de Monsieur Le Chat. L'enrochement qui a été retiré, est-ce qu'il a été mis en place sur la base d'études préalables telles que la bathymétrie, l'analyse des vagues ou des courants? Alors, j'ai vu cette question dans le volet dédié. C'est vrai que alors, l'enrochement, il date de 74. Donc, je vous avoue que moi, je ne sais pas comment ils ont travaillé à l'époque. Après, naturellement, je me dis que oui, ils ont quand même dû travailler sur des plans d'ingénieurs classiques avec une étude de ce qu'ils pouvaient faire à ce moment-là. Donc, voilà, je ne peux pas vous garantir la réponse, mais j'aurais tendance à dire que oui. Je sais pas, plutôt oui. Alors, j'étais petit aussi en 74 et pas très conscient de ce cas, mais les techniques ont évolué, la Ouais, compréhension des ouais. modèles sédimentaires ont largement évolué. Donc peut-être qu'il y a eu des études, sans doute, quand on fait des ouvrages qui coûtent plusieurs millions d'euros, plusieurs millions de francs à l'époque, on fait des études, mais c'est pas toi qui me contrediras. On est sur des systèmes complexes et effectivement, un petit effet papillon d'un enrochement qu'on va rajouter un peu plus au nord, un peu plus au sud, peut perturber complètement le sédimentaire. Et ce qu'on imaginait sur un territoire n'arrive pas forcément. Et ça, je l'ai vu dans plein de pays où il y avait eu des énormes études merveilleuses qui disaient il faut faire ça. Une fois que ça a été fait, on s'est rendu compte que l'étude, aussi parfaite soit-elle, hein, était forcément incomplète parce qu'on est sur des systèmes très complexes. Années 80, je sais qu'ils travaillaient avec des profils bathymétriques. Années 70, je sais pas. Voilà, je sais pas. Ok, merci beaucoup. Et on a une autre aussi question de Pedro Raposo qui demandait la restauration du littoral dépend-elle de l'apport naturel de sable? Alors, généralement, enfin, l'objectif toujours quand on fait de la restauration, c'est justement de restaurer les dynamiques naturelles. Et euh, donc en général, on intervient sur des sites où effectivement il y a une carence sédimentaire qui peut être d'une raison naturelle ou d'une raison artificielle, anthropique. Et généralement, quand on restaure, l'idée c'est de supprimer la raison de cette carence alimentaire pour permettre au système de retrouver un équilibre. Euh, donc est-ce que ça dépend forcément de l'apport naturel de sable? Euh, Oui, mais peut-être que j'ai mal compris la question. Est-ce que la question, c'est l'accumulation qui se fait dans les casiers de Ganivelle? Alors, ça n'a pas été précisé. Je ne sais pas si Pedro est encore avec nous. Parce- S'il veut préciser, mais en attendant, peut-être Fabrice, que tu veux prendre la main.
Oui, sur la une autre question, question. pour finir la question, je pense que ça portait sur est-ce qu'on peut s'attendre qu'à du sable naturel pour mener à bien, ou est-ce qu'il faut prendre du sable ailleurs, aller faire une recharge de sable non local, ou est-ce que c'est voilà, quand il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas assez de poches de sable en mer ou sur terre, quoi. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, merci. Ouais, voilà, le potentiel de la restauration, il dépend du potentiel de sable mobilisable. Donc, effectivement, sur certains secteurs où on sait qu'on est sur une carence sédimentaire importante, ou que si on installe des ganivelles, elles vont tout de suite être exposées à de la submersion et à de la casse pour la moindre tempête, là, il est possible de compléter l'installation par du rechargement de sable artificiel ou ce type de dispositif. Ouais, c'est faisable, c'est faisable. Merci beaucoup. Une question là, que je viens de recevoir sur mon téléphone par des collègues qui travaillent sur les enjeux coraux en Asie et qui se posent la question de quid de l'avenir des tables ou des supports métalliques pour le bouturage des coraux parce qu'il y a une usure, il y a une fragilité qui vient avec la rouille. Que se passe-t-il quand les tables finissent au bout de quelques années par chuter et du coup ça casse tous les coraux qui étaient dessus, même malgré la qualité du boutoirage. Comment on fait voilà, pour gérer ce long terme? Est-ce qu'on est obligé forcément de passer par ce type de support? Non, normal, sur le bouturage corallien, il y a des expériences sur des cordes, des différents matériaux et des filets aussi. Pour tout ce qui est support métallique, il faut passer, pour le durcir, il faut passer par l'accrétion minérale. Parce que cette gangue de calcaire qui se met sur la structure, en fait, permet de durcir et de l'isoler de l'eau. Et non seulement ça permet en fait de ne pas contaminer par des matériaux métalliques et de ne pas endommager le corail, mais ensuite ça permet d'augmenter la résistance du support. Merci. Je pensais aussi à un exemple qui est mis en œuvre justement dans leur cadre de ce qu'ils appellent le SRP. Je vous laisse regarder sur Internet. C'est les Sulu Reef Prosthesis, qui sont des petits supports en béton, très simple, voilà, qui sont bétonnés en béton bas carbone, de manière à ce que non plus bouturer directement, mais proposer de la fixation naturelle sur ces supports, notamment dans les milieux qui ont été détruits suite à l'usage de dynamite sur ces zones. À Mayotte, ce qui marche le mieux, c'est des morceaux de basalte, où il y a le meilleur taux de réussite visiblement par rapport au béton pour le bouturage. Merci beaucoup. Chloé, d'autres questions? Oui, il y a une autre question en amont, enfin au début du webinaire, d'un spectateur anonyme qui voulait savoir si on peut espérer avoir des dunes de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Alors ça, c'est une très bonne question. C'est la question qu'on me pose toujours. Mais alors, en fait, donc déjà, non, on ne peut pas faire une dune à l'infini au fur et à mesure qu'on pose des ganivelles. Tout dépend, voilà, du potentiel de mobilisation du sable et du volume de sable disponible sur site. Euh, Généralement, on se base quand même sur un état de référence. On va essayer de regarder quelles sont les dunes naturelles autour, quelles sont leurs tailles et aussi quelles étaient la taille et la forme des dunes avant qu'on les dégrade, en quelque sorte. Et déjà là, on arrive à avoir des indices sur le potentiel qu'il est possible d'atteindre avec une solution de restauration dunaire. Donc voilà, tout dépend du site. Mais généralement, dès la phase de diagnostic, on a répondu à cette question-là. Donc si vous êtes sur des sites, je pense à la façade atlantique française, où vous avez des dunes très importantes, quand vous faites de la restauration, vous visez forcément d'atteindre ce type de dunes-là. Nous, en Méditerranée française, on a des dunes qui sont beaucoup plus petites, donc on n'est pas sur des dizaines de mètres. Voilà. D'accord, et ça fait lien aussi directement pour savoir comment gérer l'élargissement de ces dunes. C'est-à-dire la façon dont la largeur de dune va se créer. Mhm. Généralement,
ce qu'on préconise en fait, c'est d'implanter la dune, donc je l'ai dit, à un endroit où on sait qu'elle va pas être exposée au déferlement des vagues et où aussi le vent, bon, il y a une surface à l'avant de la dune côté maritime qui va permettre au vent de rassembler beaucoup de sable pour l'amener dans nos casiers. Généralement, on est entre 50 et 60 mètres. Et à l'arrière, généralement, il faut bien veiller à avoir une zone importante aussi qui va permettre de générer du sable continental, mais aussi permettre à la dune de reculer en fonction des événements, quoi. Donc ça peut être une centaine de mètres à l'arrière. Généralement, on va même chercher plutôt 200, 250 mètres à l'arrière. Et ensuite, une dune, ça peut... Sur certains secteurs où vous êtes vraiment sur un espace très réduit, où l'idée, ça va être de juste faire un cordon dunaire qui va être là pour en fait absorber l'énergie des vagues, ça peut se faire sur une dizaine de mètres. Mais là, vous savez que votre dune, elle va régulièrement être explosée. En fait, il va falloir la rénover régulièrement. Sur un secteur où vous avez plus d'espace, là, votre cordon dunaire en largeur, il peut s'étendre sur une centaine de mètres, 150 mètres, facile, parfois plus. Ok. Merci beaucoup, Victor. On a une autre question de Mohamed Abdou qui est très intéressante, à savoir, existe-t-il des outils ou méthodologies standardisées pour mesurer les performances écologiques et socio-économiques des solutions douces dans le temps? Il y a plusieurs programmes de recherche déposés pour les évaluer actuellement. Nous, on en a déposé un aussi pour savoir comment mesurer l'efficacité. Et je pense que ça relève plus de la recherche encore que de l'opérationnel, à moins que mes collègues aient des réponses opérationnelles à apporter. Euh, alors, j'ai envie de dire là aussi que c'est en cours de réflexion presque. On identifie en fait des indicateurs de performance quand on met en place des solutions fondées sur la nature. On sait quels sont des indicateurs qu'on va essayer de lever pour voir si le dispositif en place répond aux attentes ou non, ou ce qui peut être amélioré, etc. Et disons le- avec parfois des actions qui peuvent être progressives, etc. Mais des outils standardisés de performance, j'ai envie de dire peut-être que l'UICN travaille dessus, ou peut-être qu'ils ont déjà sorti des dispositifs. Enfin, là, en tête, j'ai des outils qui ont pu être publiés l'année dernière, mais je ne sais pas à quel point c'est encore expérimenté, ou voilà, je ne sais pas encore qu'est-ce que ça donne sur site, quoi. Merci beaucoup. Chloé, une dernière question. Je poserai une dernière question, puis on va clôturer ici ce premier épisode très intéressant. Oui. Il y a une dernière question de Cyril Michaud. Que pensez-vous des brises-houles qui imitent les mangroves mais qui sont fabriquées en béton, donc bas carbone ou avec des coquilles d'huîtres? Ça relève des solutions dures, en fait, puisque l'idéal serait de trouver des espèces, des algues, des herbiers qui produisent des brise-lames naturellement, ou de retrouver des conditions pour permettre à des espèces de s'établir. Donc pour moi, c'est des solutions dures. Moi, enfin, c'est vous la spécialiste, mais il y a plus dur en tout cas. Voilà, on peut Oui, peut-être il y dire a plus une dur parce qu'il solution y a des... claire par rapport à des solutions très infrastructures grises, sombres, voilà, où on construit des digues aux Pays-Bas, qui me semblent un peu plus dures que celle-là. D'ailleurs, dans le programme européen sur les solutions douces, il y a des collègues européens qui ont proposé des solutions avec des brise-lames en mer, avec des morphologies favorables à créer des zones d'habitat pour les espèces locales, qui sont intéressantes, mais c'est assez coûteux quand même par rapport aux solutions qu'on a évoquées ici. Mais c'est vrai, vous avez raison, en fait. Cette définition est instable. Effectivement, on avait posé la même question lors de l'atelier du webinaire du mois de septembre là, au niveau européen. Il n'y a pas de définition de ce que c'est qu'une solution dure, une solution douce. Enfin, on connaît à peu près les deux extrêmes, mais au milieu, effectivement, il y a cette zone grise qui est plus ou moins large. Et en gros, plus ça coûte cher, moins c'est réversible.
plus c'est dur, voilà, on va dire. C'est aussi peut-être une des solutions pour calculer cela. Une toute dernière question, peut-être pour Gwenaëlle. Est-ce qu'il existe un réseau ou une plateforme internationale qui recense des retours d'expérience de solutions douces, notamment pour les zones tropicales? Je pense tout de suite, moi, à la plateforme portée par le FEFEM sur la gestion des mangroves. Voilà, je vous recommande d'aller chercher sur Internet sur ces sujets, mais j'en connais pas à titre personnel sur les autres types de solutions douces. Est-ce que ça existe ou est-ce que c'est vraiment un enjeu sur lequel il faudrait se pencher à l'avenir? Il faut se pencher à l'avenir parce que quand nous étions pour l'AFD à Maurice, justement, la capitalisation des solutions expérimentées, en fait, manque d'exemples dans les milieux tropicaux qui ont marché et qui permettraient d'être déployés. Et effectivement, en tout cas pour les littoraux coralliens, ça n'existe pas, puisqu'en fait, il y a ces deux communautés qui se fréquentent peu, c'est ceux qui sont sous l'eau, les biologistes, et puis il y a les géomorphologues qui sont au-dessus de l'eau. Et déjà, il faut réunir ces deux communautés, comme nous on le fait à l'OSU Réunion. Et puis après, travailler de concert, en fait. Merci. Pour moi, c'est une très belle conclusion. Il y a encore plein de questions. Malheureusement, on ne peut pas répondre à tout le monde parce que sinon, on y passerait 3 jours. L'idée, c'était de tenir en 1 heure, 1 heure et quart. On a largement dépassé. Merci à Gwenaëlle, merci à Victor d'avoir tenu vraiment les délais et d'avoir présenté des exemples très intéressants. Merci à Chloé et à toute l'équipe pour avoir assuré derrière le fonctionnement optimal de ce webinaire. Et on se retrouve la semaine prochaine, le jeudi 20 novembre, pour des retours d'expérience. Vous verrez, ils sont riches. On a commencé à préparer avec nos partenaires hier ce prochain épisode. Ce sera rudement intéressant. Je vous recommande de vous connecter la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous. Et puis, à très bientôt et bon courage pour la mise en place de solutions douces sur vos territoires. Au revoir. Merci. Au revoir.